Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire aujourd'hui, Panama Papers, mode dite islamique et fin de la trêve hivernale. Commençons par évoquer le plus grand scandale de fraude fiscale internationale de ces dernières années, l'affaire des Panama Papers. Une affaire qui concerne des créations massives de sociétés dites offshore, basées dans des paradis fiscaux et servant de paravent à des opérations d'évasion fiscale, de détournement ou de blanchiment d'argent sale. Des sociétés écrans permettant à leurs propriétaires de s'enrichir de manière illégale en toute discrétion. Bonjour, chez Fidu Suisse, nous serons heureux de créer votre société aux Pays-Bas, Bermudes, Panama. Thomas se présente comme un jeune entrepreneur français qui souhaite payer le moins d'impôts possible. Maintenant, ce qui concerne le secret bancaire, il faut savoir que nous avons des montages qui permettent que le système soit complètement opaque. Comment alimenter notre compte offshore avec des dessous de table, de l'argent non déclaré, et ce depuis la France? Vous parlez d'un montant combien? Et 400 000 euros. Actuellement, ils sont en liquide. Actuellement, ils sont en liquide. Oui, c'est un déjà que nous avons des gens qui peuvent le faire. D'accord. Voilà. Finalement, c'est extrêmement facile d'ouvrir une société offshore. Tout à fait. Et si la situation fait particulièrement réagir, c'est que toute l'élite internationale semble baigner dans ce genre de pratique. Ce sont ainsi 140 célébrités, milliardaires et politiciens qui seraient concernés, parmi lesquels les présidents argentins et ukrainiens, le roi d'Arabie Saoudite, le premier ministre islandais, l'ex-président de l'UEFA Michel Platini, le propriétaire du groupe SFR ou encore des membres de la famille du président russe, du premier ministre britannique ou du roi d'Espagne. I have always given all of my assets and that of my family up for the taxes. So there has never been any of my assets hidden anywhere. And Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? well, Hello, darkness, my old friend. Plusieurs banques sont également éclaboussées, parmi lesquelles la Société Générale ou HSBC pour leur rôle dans l'enregistrement des sociétés offshore. Du côté de la politique française, les noms de l'ancien ministre socialiste Jérôme Cahuzac et du député Les Républicains Patrick Balkany sont également cités. Le Front National, quant à lui, est soupçonné d'avoir contribué à faire sortir 316 000 € du territoire français via une société écran basée à Singapour au bénéfice d'un de ses proches. Une information qui, si elle s'avérait vraie, montrerait un visage bien différent de celui du parti habitué à dénoncer la mondialisation sauvage ainsi que l'unité de la classe politique lorsqu'il s'agit d'escroquer les gens. Car rappelons que la fraude fiscale, bien qu'invisible, constitue l'un des principaux maux qui rongent la société française. En 2012, alors même que les politiques accusaient les citoyens de coûter trop cher à l'État, le manque à gagner lié à la fraude fiscale était estimé entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Au final, que dévoile donc l'affaire des Panama Papers? Tout simplement l'entente des puissants lorsqu'il s'agit de vivre sur le dos des citoyens, et ce, au mépris des lois qu'ils ont eux-mêmes écrites. Leur arrogance infinie, leur cynisme lorsqu'ils viennent nous donner des leçons de vertu, et le sentiment d'impunité absolue qui les anime. En 6 mois, on a obtenu la fin des paradis fiscaux. Extraordinaire. Une réalité que les citoyens sont de plus en plus nombreux à voir en attendant le moment où ils exigeront qu'on leur rende des comptes. Mercredi 30 mars, Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, déjà tout un programme, réagissait sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin à la question des marques de prêt-à-porter se lançant dans la mode dite islamique. Interrogée sur les femmes revendiquant le droit de porter le voile, elle a tenu les propos suivants. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Et puis il y a aussi Vous toujours... croyez pas, vous, une femme qui choisit? Ok, on peut la remettre là? Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Encore une fois? Nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Bon, on ne va pas s'attarder sur cette pitoyable sortie, parlons plutôt du fond. Depuis quelques années, la mode dite islamique se développe aussi bien chez les grandes marques que dans les chaînes de prêt-à-porter de type H&M. Pour la ministre, cette situation pose problème. Laurence Rossignol semble voir chez ces marques un engagement politique et une propagande religieuse portant atteinte aux droits des femmes. Les choses sont pourtant beaucoup plus simples. En effet, ces grandes firmes n'obéissent à aucun principe religieux ou politique, simplement aux lois du marché. Si les responsables marketing des industries de la mode pensent pouvoir générer des bénéfices grâce à la religion, les marques se lanceront sans hésiter à la conquête de cette nouvelle clientèle.
On peut bien sûr le regretter, mais on peut aussi se demander si les condamnations crispées de notre gouvernement ne sont pas un peu hypocrites. Quand les mêmes vantent les bienfaits de cette loi du marché et incitent les entreprises à vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, peuvent-ils vraiment venir s'indigner des conséquences de ce qu'ils ont eux-mêmes mis en place ? Les marques n'ont pas vocation à défendre la laïcité. Cette mission incombe aux gouvernants. Rappelons que la laïcité consiste à garantir la liberté de croyance tout en défendant la neutralité des institutions. Or, lorsque Laurence Rossignol insulte les personnes qui pratiquent une religion, en parlant par exemple de franco-musulmans comme si l'islam était une nationalité, peut-on dire qu'elle respecte la liberté de croyance ? Nous avons le devoir de garantir à tous ceux qui vivent en France et aux franco-musulmans qu'ils y vivent bien. Et c'est d'autant plus paradoxal que le gouvernement contribue lui-même au développement d'un repli communautaire propre à renforcer le rôle politique de la religion. Car quand un gouvernement détricote le tissu associatif, amoindrit la présence de l'État ou brise le lien social dans les quartiers, cela se fait au profit des organisations religieuses qui viennent combler l'absence d'autres formes de lien social. Mais puis les associations, elles sont prises dans un système d'appel d'offres, sont mises en concurrence, elles sont obligées de répondre en permanence à des appels d'offres et leur action de fond, qui est en fait qu'elles font du lien social, elles font de la politique, n'est pas reconnue en tant que telle. Quand un gouvernement concentre le débat public autour des questions de religion ou d'identité, comment s'étonner que la religion devienne, à proprement parler, à la mode ? Au-delà de ces déclarations indignes d'un ministre de la République, Madame Rossignol se voudrait la garante de la laïcité. Mais en réalité, que ce soit en s'en prenant aux croyants ou en affaiblissant les institutions qu'ils sont censés défendre, les gouvernants ne produisent-ils pas l'effet inverse de celui recherché ? Et tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité, en 1 minute 38 à peu près. Le projet de déchéance de nationalité qui devait être inscrit dans la Constitution, annoncé après les attentats du 13 novembre à Paris, a finalement été abandonné par François Hollande après des désaccords entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur les modalités du texte. Un sujet qui aura donc été à la une de l'actualité pendant des mois, entraînant son lot de polémiques nuisibles, de temps gâché pour déboucher sur rien. Quand on voit la pertinence des choix de nos politiques professionnelles, on se dit qu'il est temps de ne plus les laisser décider à notre place. Victoire pour la 3e fois de suite d'un petit collectif citoyen d'Avignon face au géant Veolia qui a abusé de la confiance ou de la faiblesse des usagers en mettant en place des pénalités de retard abusives, voire illicites. Ainsi, Veolia doublait, triplait ou quadruplait les pénalités de retard de paiement, même si ce paiement était parvenu, en camouflant cela derrière la mention « prestation de service ». On voit où mène la logique du toujours plus de profit à l'escroquerie. Le policier qui avait frappé violemment au visage un élève de 15 ans alors qu'il était maintenu par 3 autres policiers lors d'une manifestation contre la loi de travail devant le lycée Bergson à Paris a été interrogé par l'IGPN et comparaîtra en mai au tribunal correctionnel. Cela a été rendu possible notamment grâce aux vidéos tournées par de nombreuses personnes présentes. On ne peut que se réjouir que de tels actes ne soient pas ignorés de la justice. Moralité, continuez à filmer. Il y a François Hollande. Depuis le 1er avril, et cela n'a rien d'une farce, c'est la fin de la trêve hivernale qui interdit d'expulser quiconque de son logement pendant l'hiver, et ce depuis 1954. L'appel lancé par l'abbé Pierre est un véritable appel au secours. Il fait froid et nous avons chaud. Mais pendant ce temps, toutes les nuits, il y a des hommes et des femmes, des petits-enfants, qui en plein Paris, nous les voyons toutes les nuits, sont étendus dans la neige sur le trottoir. Cette trêve ne concerne pas seulement les locataires, les propriétaires étant également protégés pour l'hiver de la saisie de leur maison, faute de pouvoir rembourser un crédit. Alors que plus de 70 000 foyers ont été expulsés de leur logement en 2015, la fin de la trêve hivernale est donc l'occasion de se pencher sur la question du logement. La France est en effet un pays dans lequel, malgré de nombreux systèmes d'aide, se loger coûte cher. Selon l'INSEE, les ménages dépensent entre 30 et 40% de leurs revenus pour se loger, que ce soit en payant un loyer ou en remboursant un crédit immobilier. Concernant les locataires, le loyer moyen en France en 2014 était de 614 €, alors que le salaire net moyen d'un salarié non cadre est de 1 230 €. Le cas de ces locataires met le doigt sur le nœud du problème. Si l'on compare l'évolution des prix de l'immobilier par rapport aux salaires, on voit que le coût du logement explose depuis 2000, alors que les salaires augmentent bien moins vite. Ainsi, les ménages voulant acheter leur logement s'endettent sur 30 ou 40 ans quand ils ont la chance d'être en CDI, et ceux qui achètent un bien immobilier pour le louer à d'autres, en prévision de leur retraite par exemple, le payent tellement cher qu'ils sont ensuite poussés à répercuter ces prix sur les locataires qui se retrouvent avec des loyers élevés. J'ai travaillé jusqu'à 67 ans. Je gagnais bien ma vie. Je n'ai jamais pensé que je vais arriver dans ce genre de problème, quoi. Mes ressources sont à 540 €.
Mon loyer est à 771 €, charges comprises. Il existe désormais tout un ensemble de Français qui ont du mal à payer leur loyer ou leur crédit malgré 1 voire 2 emplois. Ceux-là sont en première ligne face à la reprise des expulsions, car s'ils peuvent subvenir à leurs besoins en temps normal, il suffit d'une période de chômage ou d'un accident dans leur vie pour que tout bascule. La différence entre leurs revenus et leurs charges étant trop faible pour constituer un filet de sécurité. Ici c'est mon chez-moi, donc 26 mètres carrés. Donc ça c'est à la fois mon canapé et mon lit, donc c'est dépliage de clic-clac tous les soirs. J'ai un loyer mensuel donc de 739,90 €, charges comprises, pour un salaire on va dire stable hors heures sup de 2080 €. Ça dépasse le tiers de mes revenus. Si les prix s'envolent depuis 2002, les gouvernements successifs ont réduit les impôts sur l'immobilier pour inciter à construire. On parle ici des réductions loi Cellier, Pinel ou Duflot, selon le nom du ministre en place. Ces incitations fiscales ont permis à de nombreux ménages, mais moins qu'espéré, d'acquérir un appartement à crédit, mais ceux-ci ont souvent été construits sans considération pour les besoins réels, au point d'être parfois impossibles à louer, car situés dans des zones à l'écart des bassins d'emploi. Les moins fortunés sont contraints à un exode, de plus en plus loin de Lyon. Petit à petit, il a fallu s'écarter de plus en plus. Donc on a eu des Lyonnais qui sont venus s'installer sur des secteurs comme la Tour du Pin. Là, on commence à être à 70 km de Lyon. Les groupes du BTP et les promoteurs immobiliers, eux, engrangent les bénéfices grâce aux aides publiques et aux réductions d'impôts pour un résultat médiocre. C'est l'investissement le plus rentable de ces 10 dernières années, en tout cas dans la période 2000-2010, qui a été quand même la plus importante. Plus rentable que l'or, que l'investissement dans l'or, plus rentable que la bourse, et ça, depuis 2008, on s'en doute. Plus rentable que tout. Ce qui ne les empêche pas de se cacher derrière la sympathique figure du petit propriétaire quand il s'agit de faire du lobbying pour éviter toute régulation de leurs activités, comme par exemple le contrôle des loyers, pourtant très relatif, proposé par la loi Duflot en 2014. Pendant ce temps, les petits propriétaires endettés, pour avoir cru au mirage des cadeaux fiscaux, tout comme les locataires ne pouvant pas trouver de logement abordable dans les zones où ils vivent et travaillent, se demandent si, un jour, on prendra leur avis en considération. Nous conclurons en posant la question de la réaction des Français à ces situations aberrantes, car il semblerait qu'ils soient de plus en plus nombreux à prendre des initiatives pour que les choses changent. Nous saluerons, entre autres, les milliers de citoyens qui occupent depuis plusieurs jours la place de la République à Paris, réfléchissant ensemble à des manières de changer les choses. Une initiative qui commence à faire des émules dans d'autres villes et que nous vous conseillons de suivre avec le plus grand intérêt. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.